Donc la dernière séquence, nous nous sommes arrêtés au niveau du paragraphe traitant la question du carré magique de Nicolas Kaldar. Juste pour rappeler que l'État, en intervenant, en faisant son intervention dans la vie économique, a la tendance, pour réaliser les objectifs de la politique économique, les HOMA, croissance économique, stabilité des prix, équilibre extérieur et plein emploi des facteurs de production, l'État se trouve dans un dilemme, dans certains dilemmes. Donc, مأزق, بالعربية c'est مأزق. Pourquoi مأزق? Pourquoi un dilemme? On tombe dans un dilemme, c'est lorsqu'on voudrait réaliser A, hein, le phénomène A, on ne réalise pas le phénomène B. Lorsqu'on voudrait éviter le phénomène A, on tombe dans le phénomène B. Lorsqu'on voudrait réaliser la croissance économique, on tombe dans l'inflation. Lorsqu'on voudrait lutter contre l'inflation, on tombe dans le chômage. Donc, la réalisation simultanée des 4 objectifs de la politique économique s'avère difficile, voire même impossible, n'est-ce pas? La traduction de ce dilemme, ces dilemmes, elles se traduisent dans les travaux de Nicolas Kaldor. Nicolas Kaldor, en 1971, justement, a conceptualisé, a synthétisé le carré, qu'on va qualifier de carré magique, n'est-ce pas? Il est magique parce que justement, il met sur l'axe des ordonnées, l'axe des ordonnées en haut, la partie positive, on met la croissance économique, en bas, l'axe des ordonnées toujours, en bas, on met l'inflation, l'axe des abscisses, ok, l'abscisse, à droite, c'est-à-dire du côté positif, on met le solde des échanges extérieurs, ou le côté gauche, au côté négatif, on met le chômage. Alors, qu'est-ce qui s'avère? Au milieu, bien sûr, c'est le point zéro. Zéro, c'est l'origine des axes. Alors, Nicolas Kaldor nous renseigne, il nous dit la chose suivante. Plus le carré magique est évasé, grand, évasé, plus l'économie se trouve dans une situation confortable. D'accord? Plus le carré magique est serré, plutôt petit, plus l'économie se trouve dans une situation de marasme économique, donc dans une situation qui est serrée. Pourquoi? Parce que si on raisonne en termes de croissance économique, l'économie est en bonne santé lorsqu'elle réalise une croissance économique très élevée, le plus loin possible de zéro. D'accord? Alors, d'habitude, le taux de croissance économique que réalisent les économies, différentes économies, c'est assez souvent une croissance économique qui varie de 3, 4, 5, voire 6%, tel 7%. Une croissance économique qui frôle les 10% à la chinoise, c'est une exception rare. Ils sont très rares les économies, les pays qui parviennent à réaliser des taux de croissance à 2 chiffres. Assez souvent, c'est 0, 1%, 2%, et on est très satisfait lorsqu'on réalise des taux de croissance de 5, 6%. C'est des taux qui sont assez acceptables. D'accord? Donc, plus on s'éloigne de zéro, de l'origine des axes, la croissance économique est souhaitée. C'est un niveau de croissance économique qui est souhaité. Alors, si je vais de l'autre côté du repère des ordonnées, liées à l'inflation, vous savez, c'est qui est plus grand? Moins 2, le moins 3. Bien sûr, moins 2 est plus grand que moins 3, n'est-ce pas? Moins 5 est beaucoup plus grand que moins 10. N'est-ce pas? Alors, lorsque j'ai une inflation égale à 0, c'est parfait. C'est le cas idéal, n'est-ce pas? Alors, plus je m'éloigne de 0, ça veut dire que l'inflation devient faible. Plus je suis proche de 0, là, c'est une situation qui est, en termes de valeur absolue, c'est mauvais, mais en termes de valeur, moins 5, c'est supérieur à moins 10, n'est-ce pas? Moins 2, c'est supérieur à
moins 3. Donc, j'aimerais bien que mon inflation se situe le plus loin possible de l'origine des axes Léoua 0. Je vous invite à consulter, on a la page 9, je pense. Attends. La page 19. Alors maintenant, du côté des soldes extérieurs. OK? Plus les exportations sont supérieures aux importations, donc plus le solde exportation moins importation est positif. Et plus il est grand ce solde, plus il y a plus, les rentrées en devises sont plus grandes que les sorties en devises. Plus on est à l'aise pour importer autant de biens et services dont on a besoin. D'accord? Moins il y a le solde, plus il est proche de zéro, ça veut dire que les exportations sont presque égales aux importations, voire les importations sont supérieures aux exportations. Ou dans ce cas, on est dans ce qu'on appelle un déficit. C'est-à-dire un bon solde extérieur, même un bon solde extérieur, c'est un solde qui est le plus loin possible de zéro. 12, 13, 14%, 15%, c'est parfait. Donc c'est un très bon solde excédentaire. 1% le solde extérieur, c'est déjà les exportations sont un peu plus, les sorties, mais chérie, les exportations, toutes les sorties, soit de marchandises et de biens, soit de devises, elles sont plutôt presque égales aux rentrées. C'est une situation qui, malheureusement, ne permet pas à l'économie d'avoir de larges moyens financiers pour financer ses importations et ses investissements. D'accord? Alors, un solde extérieur plus loin de l'origine des axes de zéro, c'est une situation qui est très favorable. De l'autre côté, le chômage. Le chômage, un bon taux de chômage, le taux de chômage zéro, ça n'existe pas, n'est-ce pas? C'est une situation idéale. Supposer un emploi parfait et total, les facteurs de production, notamment le facteur travail, c'est une situation qui n'est possible que dans le rêve. Dans la réalité, ce n'est pas du tout possible. Pour plusieurs raisons. La définition même d'un chômage. Alors, je me permets très rapidement de donner de l'exemple. C'est-à-dire quoi, une personne, elle est en chômage? C'est-à-dire quoi, elle est en chômage? C'est une personne déjà qui est en âge de travailler, qui cherche du travail, qui ne trouve pas du travail, qui est disponible. D'accord? La personne, elle doit être disponible. C'est-à-dire, on l'invite à travailler, elle accepte le travail tout de suite. On lui propose un salaire, la personne accepte avec le salaire, n'est-ce pas? Elle doit être inscrite sur les listes de recherche d'emploi, est disponible et prête à travailler. D'accord? Dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parfois, on est en chômage, mais on ne cherche pas de l'emploi. On ne cherche pas un emploi. Donc, est-ce qu'on doit être comptabilisé comme étant chômeur? Le chômeur, c'est une personne qui n'a pas d'emploi, mais qui en cherche un emploi. S'il ne cherche pas, il n'est pas comptabilisé comme un chômeur, n'est-ce pas? Une personne qui n'accepte pas un salaire qui lui est proposé, conformément à la politique de salaire en vigueur dans une économie, c'est une personne qui n'est pas en chômage, parce que c'est un chômage qui est volontaire, n'est-ce pas? De l'autre côté, une personne qui a un travail, qui a un travail saisonnier, un travail, on va dire, informel, un travail qui n'est pas rémunéré conformément aux mesures et au salaire minimum instauré dans l'économie. La personne, est-ce qu'on peut considérer cette personne comme étant une personne active et employée? C'est une personne qui est en chômage. C'est un chômage déguisé, c'est un chômage parfois technique, n'est-ce pas? Donc, taux de chômage égal à zéro, c'est presque impossible. Il y a toujours des gens qui sont en chômage,
qui n'ont pas de travail, qui sont à la recherche du travail. Dès que le moment même, lorsqu'on fait une enquête sur l'emploi et sur le chômage, on fait une enquête à un temps T0, mais c'est une enquête dynamique, c'est une enquête statique. C'est statique. Alors, le moment, lorsqu'on comptabilise une personne comme étant en chômage, peut-être qu'elle a trouvé un emploi. En même temps, lorsqu'on comptabilise une personne comme étant active, employée, peut-être le lendemain, elle tombe dans le chômage. Donc, ce n'est jamais un chômage égal à zéro. On ne peut jamais avoir cette situation. D'accord? Par contre, un taux de chômage qui est faible, qui avoisine les 1, 2, 3% de la population, c'est un chômage qui est quand même acceptable. Elle est acceptable parce que l'État peut lutter contre cette inactivité de la population en faisant des prestations sociales, en donnant des aides, des encouragements à ces personnes. Mais lorsque, avec le nombre de personnes en chômage, où le taux de chômage il est élevé, donc l'État devient incapable de satisfaire ou d'aider dans les mesures d'aide et de prestation, d'aider donc les personnes en chômage. Une personne qui est en chômage, c'est toute sa famille qui est derrière, qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins, en plus de lui-même qui n'arrive pas à satisfaire son besoin. Donc un chômage tel 1, 2, 3%, c'est pas méchant. Mais un chômage de 10% par exemple, c'est un taux de chômage qui est quand même inquiétant. 10% de la population active qui n'arrive pas à trouver de l'emploi. Je n'ai une population active déjà. La population active, c'est entre 15 ans et 65 ans. Donc, c'est des personnes jeunes. Ce ne sont pas les personnes qui dépassent 65 ans. Ce ne sont pas des personnes en deçà de 15 ans. Non, c'est des personnes jeunes. Alors, imaginez une société là où il y a des jeunes en bonne santé, capables de travailler, capables de produire, mais ils ne trouvent pas un travail, un emploi. Donc, pas seulement les personnes ne créent pas de la richesse, mais ce sont des personnes qui ne sont pas intégrées. Lorsqu'ils ne sont pas intégrés, alors imaginez tout ce qui peut se produire dans une économie lorsqu'il y a beaucoup de personnes au chômage. C'est des problèmes sociaux, c'est des problèmes de délinquance, c'est des problèmes voire même des problèmes de terrorisme, etc., etc. Donc, créer de l'emploi pour les individus, pour les personnes d'une société, c'est pour leur donner un revenu, leur permettant de satisfaire leurs besoins, certes, ça on n'en discute pas, mais c'est également intégrer donc les personnes dans la société et les éloigner le plus possible des défauts, des vices et de la délinquance, de la drogue, voire même comme du terrorisme et de l'extrémisme, n'est-ce pas? Alors, je reviens au carré magique de Nicolas Kaldor. C'est un carré, croissance en haut, en bas, l'inflation, à droite, solde extérieur et à gauche, chômage. Plus les indicateurs sont éloignés de zéro, c'est-à-dire que le carré qui les relie est évasé, plus l'économie est en bonne santé et en expansion. Plus le carré est réduit et serré, c'est-à-dire que les indicateurs sont proches de zéro, tous les indicateurs sont proches de zéro, une croissance faible, une inflation élevée, un chômage élevé et un solde extérieur plutôt déficitaire. Donc, on dit que le carré, il devient serré. Justement, quelle relation avec les dilemmes de l'économie? Ben justement, comment est-ce qu'un pays ou une nation puisse réaliser le carré magique, le carré de Nicolas Kaldor, qui soit le plus évasé possible, sachant qu'il y a des dilemmes entre la croissance et l'inflation, entre le chômage et l'inflation, entre la croissance et le solde extérieur. Les dilemmes, c'est inconvenance, si j'ose dire. Ça ne convient pas, croissance avec inflation. Si vous réalisez la croissance, vous incitez l'inflation. Si vous luttez contre l'inflation, vous allez réduire vous allez augmenter le chômage. Si vous réduisez
le chômage, vous tentez à réduire le chômage, donc vous allez peut-être créer le déséquilibre extérieur, voire même un déséquilibre de croissance économique. D'accord? Donc, tous ces dilemmes doivent être sérieusement traités par les pouvoirs publics. Là revient l'idée que finalement, l'État, en tant qu'agent économique, l'État, maintenant, lorsqu'il agit, mais en tant qu'agent politique, mais agent économique, d'accord? Et il est incapable, parfois, de dire est-ce qu'il est préférable d'avoir moins d'inflation ou le plus de chômage. S'il faudrait faire l'arbitrage entre inflation et chômage, on n'est pas capable de trancher. Ou à l'inverse, est-ce qu'il est plus souhaitable de donner la priorité à la croissance et l'emploi ou bien à l'équilibre extérieur? D'accord? Donc l'économiste est incapable de répondre à cette question. À qui donner la priorité? Quel objectif réaliser en priorité? D'accord? Là également, il faut évoquer la question suivante, que les choix politiques en politique économique réalisés par l'État n'ont pas le même résultat et les mêmes effets sur tous les agents économiques ou les groupes d'agents. Et lorsque là, on prend une mesure en matière d'emploi, augmenter les salaires, une politique salariale qui vise à augmenter les salaires, ça fait le bonheur, c'est vrai, des salariés, mais ça fait le malheur des entreprises. Donc les syndicats des travailleurs sont satisfaits. Par contre, les groupements d'entreprises, ou ce qu'on appelle le patronat, il n'est pas satisfait. Lorsqu'on opte pour une option donnée, c'est-à-dire que l'option, c'est-à-dire que le choix qu'on effectue, fait le bonheur des uns, mais fait le malheur des autres. D'une part. D'autre part, l'État, lorsqu'elle prend une décision en matière économique, elle dit que la décision n'est pas forcément une décision économique. Parfois, c'est une décision politique, n'est-ce pas? Elle prend une mesure économique visant à réduire le chômage, à augmenter peut-être la croissance économique ou à contenir l'inflation ou à équilibrer le solde des échanges extérieurs, n'est pas forcément une décision économique. Il se peut qu'elle soit une décision politique. C'est-à-dire que l'État ne cherche pas à équilibrer l'économie ou à trouver les équilibres macroéconomiques de l'économie, mais plutôt à réaliser des objectifs politiques derrière ces mesures prises. On peut dénombrer les exemples. Lorsqu'on est dans une année électorale, c'est-à-dire une année où on va effectuer des élections pour changer le président de l'État ou pour élire un nouveau parlement dans un État déterminé, les instances politiques ont tendance à prendre des dispositions économiques qui soient plus favorables à la population, en réduisant par exemple les impôts, en réduisant le chômage, et tant pis si la croissance ne se réalise pas, et tant pis si le solde extérieur est déficitaire. Les États, parfois, ils ont tendance, les pouvoirs publics ont tendance à s'endetter davantage, d'accord? À s'endetter davantage, donc à mettre en péril l'avenir des générations futures pour réaliser des objectifs instantanés ou immédiats. C'est qui va payer les dettes d'aujourd'hui? Ce ne sont pas les personnes d'aujourd'hui. Ceux qui payent les dettes d'aujourd'hui, ce sont les générations futures. N'est-ce pas? Au moins qui vont payer ce tribut-là, les conséquences d'une dette qui est lourde pour une économie déterminée. Donc,
je résume ce que je viens de dire, enfin, les deux séquences. Première des choses, c'est que la politique économique, c'est l'ensemble des instruments entre les mains des pouvoirs des publics qui leur permettent d'agir sur la vie économique, qui leur permettent de rétablir les déséquilibres macroéconomiques, qui leur permettent de relancer l'économie dans une nation déterminée. Les objectifs, les grands objectifs de la politique économique sont la croissance économique, la croissance du PIB, d'accord, l'équilibre des échanges extérieurs, c'est-à-dire balance des paiements et balance commerciale, et solde et taux de change également. C'est la stabilité des prix, hein, veiller à ce que l'inflation ne soit pas très exacerbée dans une économie déterminée. Et enfin, réaliser le plein emploi des facteurs de production, particulièrement lutter contre le chômage. Les 4 objectifs, n'est-ce pas? Ces 4 objectifs sont malheureusement difficiles à réaliser simultanément, ce qui pose le problème des dilemmes, ce qu'on appelle les dilemmes en politique économique. Les dilemmes peuvent se traduire par la difficulté ou l'impossibilité de réaliser et tous les objectifs à la fois. Maintenant, on ne peut pas réaliser la croissance économique et contenir l'inflation. Toujours, lorsqu'il y a croissance économique, lorsqu'on propulse la croissance économique, on a tendance à inciter l'inflation. Lorsqu'on a tendance à contenir l'inflation, si on voudrait réduire l'inflation, on a tendance à augmenter le chômage. Donc, les dilemmes de la politique économique. Les 4 objectifs de la politique économique, en plus des dilemmes qu'elle propose, nous, on peut les caricaturiser, entre parenthèses, les représenter dans le cadre de ce qu'on appelle le carré magique de Nicolas Kaldor, qui est un carré, un système d'axes orthonormés, n'est-ce pas? Les abscisses, sur les abscisses, le cadran positif, on met le solde extérieur, les ordonnées, on met la croissance. Le solde, le cadran négatif des abscisses, on met le chômage. Le cadran négatif des ordonnées, on met l'inflation. Plus le carré, les points qui relient les différents niveaux d'inflation, de croissance, de solde extérieur et de chômage, plus le carré est évasé, plus l'économie en bonne santé. Plus avec le carré, il est réduit, il est serré, n'est-ce pas? Plus il est serré, donc en gros, l'économie vit dans une situation de marasme, de récession qu'il faudrait remédier. Alors, à chaque objectif, bien sûr, à chaque objectif, il y a un instrument. Chaque objectif de la politique économique est un instrument approprié qui est utilisé. Alors, lorsqu'on voudrait réaliser la croissance économique, l'instrument de la politique économique approprié pour réaliser la croissance économique, c'est le taux de croissance économique. Alors, lorsqu'on voudrait réaliser l'objectif de la stabilité des prix, d'accord, c'est l'instrument de politique économique utilisé, c'est le taux d'inflation. Donc, le taux de croissance, c'est le taux d'inflation. Lorsqu'on voudrait lutter contre le chômage ou réduire le chômage, d'accord, on utilise le taux de chômage. L'instrument utilisé pour réaliser l'objectif du plein emploi ou le taux de chômage. Et pour réaliser l'équilibre des échanges extérieurs, on utilise ce qu'on appelle l'indicateur, le solde extérieur, le solde extérieur en pourcentage du PIB, bien sûr. Alors voilà, une introduction longue sur la définition de la politique économique et les objectifs. Et bien sûr, à chaque objectif correspond un instrument bien déterminé. Je reviens maintenant à un autre élément très important, c'est que la politique économique qui concrétise l'intervention de l'État dans la régulation de l'économie capitaliste, cette intervention
Elle s'effectue soit dans le court terme, soit dans le moyen long terme. Lorsque cette intervention s'effectue dans le court terme, dans la courte durée, n'est-ce pas? Maintenant, on parle de politique conjoncturelle, c'est-à-dire l'État intervient pour remédier à un dysfonctionnement conjoncturel, ظرفي. Conjoncturel, c'est-à-dire ظرفي. عنده علاقة بالظرفية الاقتصادية، ظرفية, c'est-à-dire que c'est le court terme. Ok? Alors, lorsque l'État intervient pour réguler des problèmes dans le long terme, c'est une intervention structurelle. C'est ce qu'on appelle la politique économique structurelle. Donc, il y a deux types de politique, trois types de politique finalement, trois grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les politiques économiques conjoncturelles, soit les politiques économiques structurelles, soit des politiques de stabilisation ou ce qu'on appelle les plans de stabilisation et de relance. Alors, politique économique conjoncturelle, ce sont l'ensemble des interventions de l'État pour réguler, ou pour réguler une situation conjoncturelle précise. D'accord? C'est-à-dire c'est le court terme. Structurel, ça veut dire on voudrait redynamiser l'économie, revoir le fonctionnement de l'économie pour pouvoir instaurer par exemple une croissance durable sur le long terme, pour pouvoir lutter durablement contre le chômage, on a besoin de changer les structures de l'économie. Mais agir sur les conditions conjoncturelles, mais agir sur les structures elles-mêmes de l'économie. Ça veut dire, par exemple, instaurer une politique industrielle, relancer l'industrie. D'accord? Lorsqu'on relance l'industrie, c'est toute la machine productive qui est relancée. Par conséquent, la croissance économique devient durable. Il y a plus de recrutement, d'absorption de la main-d'œuvre, moins de chômage, etc. Et on aurait réalisé par la sorte un changement structurel dans l'économie. Alors, réaliser une poussée industrielle, il faut changer les structures de l'économie, le بنيات الأساسية للاقتصاد. D'accord? Ceci n'est pas possible, bien sûr, le court terme. Ce n'est possible que dans le moyen, voire dans le long terme. عاود كاين ce qu'on appelle les politiques ou les plans de stabilisation et de relance. C'est des stratégies adoptées par l'État en matière de politique économique pour réaliser une certaine stabilisation de l'économie à un moment donné en lançant les plans économiques et sociaux, bien sûr, qui réalisent soit la stabilisation, soit la relance de l'économie sur le moyen et le long terme. D'accord? Alors, les politiques conjoncturelles, il y a deux types de politiques conjoncturelles, particulièrement la politique budgétaire ou la politique monétaire. D'accord? Dépenses fiscales, dépenses publiques et recettes publiques, comme les instruments de la politique économique budgétaire. Donc, il y a une politique économique budgétaire, politique conjoncturelle budgétaire ou politique économique monétaire. Budgétaire en utilisant le budget pour relancer l'économie lorsque l'économie se trouve dans un cycle faible, n'est-ce pas? Et politique budgétaire également, où on utilise également le budget pour ralentir l'économie lorsqu'elle est en situation de surchauffe, lorsqu'elle est en situation de surcroissance. Donc, soit on utilise les dépenses et les recettes, soit pour relancer l'économie lorsqu'elle est faible, soit pour la ralentir lorsque celle-ci se trouve en situation de surchauffe ou de surcroissance. Également, on utilise la monnaie, n'est-ce pas, pour réguler le fonctionnement de l'économie. Bien sûr,
on va voir que la politique monétaire, elle est corrélée, elle est effectuée ou elle est réalisée à travers une politique budgétaire. Elle n'intervient pas, la politique monétaire n'intervient pas directement dans le fonctionnement de la régulation de l'économie, mais via une politique, via les politiques budgétaires. Ça, c'est pour les politiques conjoncturelles, la politique budgétaire et la politique monétaire. Pour les politiques structurelles, il y en a plein, politique de revenus, politique d'industrialisation. On va particulièrement nous intéresser à la politique d'industrialisation comme manière de changer les structures de l'économie et de relancer l'économie une fois pour toutes en changeant ces structures. Et si on aura le temps, on va aborder les plans de relance et de stabilisation. Inch'Allah. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. On se donnera rendez-vous, Inch'Allah, prochainement pour une séquence en matière de politique économique. Encore une fois, le cours est disponible, je disais, sur le support de la faculté, donc il est téléchargeable, vous pouvez le télécharger. Le cas échéant, vous pouvez l'avoir en version photocopie, il est disponible en photocopie, d'accord, auprès des kiosques qui s'en chargent. Sinon, si vous voulez avoir le polycope, enfin le cours en polycope bien arrangé et bien fait. Donc voilà, vous avez votre polycope. Je pense que voilà, il est reproduit au prix de la photocopie, presque au prix de la photocopie. Donc vous avez le choix. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.